Je suis ici pour vous dire quelques mots d'introduction. Pasolini m'envoie pour vous rappeler, avant tout, que lui, quand il écrit, il ne peut se servir que des expériences qu'il a déjà faites. Non de celles qu'il est en train de faire ou qu'il fera. Il espère, à vrai dire, que son passé n'est pas encore tout à fait révolu, et qu'il pourra lui servir. Et par-dessus tout, il s'excuse auprès de ceux qui, ici présents, dans ce théâtre, connaissent si bien les possibilités du futur. Seules les personnes saines et sans douleur peuvent vivre tournées vers le futur. Les autres, Malades et pleines de douleur, sont là, au milieu du chemin, sans certitude. sans conviction. Et encore toujours, au moins en partie, victimes du conformisme et des dogmes d'une histoire encore plus vieille contre laquelle ils se sont tant battus. Si par la suite, ils participent aux nouvelles luttes, ils le font sans foi Sans optimisme. et avec des drapeaux qui pendent comme des haillons. C'est ainsi, du moins, en cette nuit de 1967. Voilà. 1967, la La nuit. nuit. Où suis-je? Tu es sur ton lit. Ça, c'est mon lit? C'est ton lit. Comment? Tu ne le reconnais pas? Non, je ne l'ai jamais vu avant maintenant. Ne plaisante pas. Et toi, qui es-tu? Rosaura. Je suis Stella. Ta sœur Stella. Ma sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Au secours! Au secours! Par pitié, au secours! Qu'est-ce qui m'arrive? Sortez-moi d'ici! Sortez-moi! Que dis-tu, Rosaura? Où veux-tu aller? Et pourquoi veux-tu t'en aller? Au secours! Au secours! Je ne t'ai jamais vu! Qui es-tu? Va-t'en d'ici! Va-t'en! Je ne t'ai jamais vu! Tu me fais peur. Tu es un fantôme. Je n'ai jamais vu ces yeux, cette bouche, ces cheveux, ce visage qui me colle dessus. Va-t'en! Ne m'embrasse pas! Ne me touche pas! Au secours! Au secours! Qu'est-ce qui t'est arrivé cette nuit? Cette nuit? Mon Dieu! Mais hier je n'étais pas ici, moi. Je n'y ai jamais été. Je ne reconnais rien de ce qui est ici. Hier soir, tu étais ici, dans cette maison, avec moi. Avec ton père. Avec ta mère. Mon père? Ma mère? Je n'en sais rien, moi. Rien. Je suis étrangère à tout ce qui est ici. Moi, je m'en allais loin. Je m'en allais là d'où je suis venue. Ça suffit, Rosaura. Tu as toujours été saine d'esprit. Maîtresse de toi-même, Une fille comme moi. comme les autres. Finissons-en avec cette histoire. Comment t'appelles-tu? Je te l'ai dit. Stella. Rosaura, arrête cette plaisanterie. Comme tu es belle. Quelle peau délicate. Et pourtant ferme. Comme elle est élégante. La vague négligée de cheveux qui te tombe juste sur l'œil. Et cette robe blanche, en soie, qui couvre un corps qui n'a sûrement jamais rien connu de moins précieux. Et le lit aussi. Le lit. On dirait une nacelle d'or amarrée à la rade d'un monastère. Oui, nous sommes riches, Rosaura. Notre père possède tant de terres autour de Madrid qu'il pourrait construire une autre Madrid. Et chaque jour qui passe, les terrains à bâtir prennent de la valeur. Le temps travaille pour nous. Et pourquoi alors je ne reconnais pas le lin de ces draps, le brocart de ces couvertures? Ou si je les reconnais, c'est comme si je les avais seulement imaginés. Ce n'est pas vrai. Maintenant, il faut en finir avec ce délire. Ça fait 20 ans que tu dors dans ce lit. Ces rideaux aux fenêtres. Miraculeux. Des rideaux pareils, on ne peut en avoir qu'en rêve. Je leur suis étrangère. Leur prix n'est pas dans mes souvenirs, ni dans mes habitudes, ni même et de loin dans mes possibilités. Et ce tapis? Et ce parquet? Tout ceci ne m'appartient pas, parce que je ne connais ni la richesse, ni rien de ce qui est lié à la richesse. Rosaura, essaie de m'aider maintenant. Quelque chose a vacillé dans ta raison et commence hélas à vaciller aussi dans la mienne. Notre duo est absurde. Essaie de te concentrer. Cette nuit, de quoi tu as rêvé? Je n'ai rêvé de rien, c'est ça qui est un rêve. Mais étant donné que moi, je sais que ce n'est pas un rêve, puisque je suis ta sœur et que j'ai vécu ta réalité avec toi, il faut que tu essaies au moins de poser par l'absurde que ceci n'est pas un rêve. Faisons comme si c'était un jeu. Quel jeu?
Faisons comme si tu ne reconnaissais vraiment pas ce lit où tu t'es réveillé ce matin, ni moi, ta sœur, ni cette maison qu'on appelle en famille pour rire le palais d'hiver, ni le reste. Et ensuite? Toi, tu fais donc comme si tu faisais semblant de ne rien savoir du monde où tu t'es réveillé ce matin, où tu es, où tu vis, et moi, je ferais comme si je devais t'expliquer comment sont les choses. Et dans quel but tout cela? Parce que personne ne viendra jamais te libérer. Même si tu criais au secours jusqu'à demain et jusqu'en perdre le souffle. Et moi, je ne pourrais pas ne pas être ta sœur, même si tu le niais jusqu'à la mort. Pareil pour ces meubles, cette maison. Notre père, notre mère, notre frère Pablito, qui joue dans les jardins du palais d'été. Et alors ainsi, tu resterais étrangère à hurler toute ta vie. Voilà pourquoi tu dois faire semblant et écouter comme un jeu toutes les explications que je te donnerai sur cette... Non, je ne veux rien savoir, je ne veux rien apprendre. Je veux seulement m'en aller là d'où je suis vraiment. Il y a un anneau sur la commode. Un anneau d'or, ancien. Car notre mère Doña Lupe l'a hérité de sa mère Doña Rosaura, comme toi, qui à son tour l'a hérité de sa mère Doña Agostina Inguez de Aguado. Et de mère en mère, de Doña en Doña, nous pourrions remonter au moins au temps de Velázquez. En fait, tu peux voir des exemplaires conformes de cet anneau Prado, dans le tableau des Ménines par exemple. Voilà expliquer la couleur entre le rouge, le violet et le rose, de la pierre enchâssée dans un petit château oblong, et asymétrique comme les jupes des reines de ce siècle-là. La première chose que tu as toujours faite chaque matin, c'est de passer cet anneau à ton doigt. Passe-le. 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 Doña Lupe, comment va votre fille, Rosaura? Oh, ma chère Doña Astrea, elle est complètement rétablie maintenant. Ma fille s'est réadaptée à sa vie. Ça a dû être un mauvais mois pour votre famille, ce mois-ci. Et pour tous ceux qui vous aiment aussi. C'est tout à fait ça, Doña Astrea. Mais 15 jours dans notre maison de Cocoyudo et 15 autres jours dans le palais d'été, dans les jardins de Rosas Birrias, ont suffi à Rosaura pour redevenir celle d'avant, dans son monde. Pas vraiment le sien. Je t'en prie, ne retournons pas le couteau dans les vieilles plaies. Nous sommes des amis, de vieilles amies, Lupe. Nous avons grandi ensemble dans la vieille Espagne d'avant la guerre civile. Tout enfant, nous avons échappé ensemble à la mort. Et nous avons ensemble espéré une victoire qui a fini par arriver. Et dans le temps de cette victoire, ensemble, nous avons construit une vie victorieuse. Alors, pourquoi ces pudeurs entre nous? Ce n'est pas par pudeur, Astrea. Il y a des souvenirs que je préfère ne pas avoir. Comme tu veux, Lupe. Mais sache que tu as tort. Nous sommes de bonnes catholiques. Donc nous avons le réconfort de la confession. Mais, outre le fait d'être catholiques, nous sommes aussi des nobles. Et en tant que nobles, nous savons qu'il existe aussi une autre façon d'absoudre. Une thérapie à laquelle suffisent la mémoire et la conscience. Ne recommençons pas avec ton juif. Je ne veux pas écouter. Parce que ton juif à toi, il n'était pas absous et reçu par la société arienne d'Espagne, peut-être? Cela n'empêche pas que Himmler aurait pu le faire crever comme tous les autres, et qu'il aurait bien fait. Ça, ce sont des discours qu'on peut tenir, là où il n'y a pas d'opposition, chère Lupe. Mais es-tu certaine qu'ici, en Espagne, il n'y ait pas d'opposition? On peut même plus être raciste comme autrefois. Le problème de Rosaura est un problème que tu dois regarder en face, parce que c'est ton passé tout entier. Et sans ordre dans le passé, ma chère Lupe, il n'y a pas de tranquillité dans l'avenir. Nous avons toujours vécu dans le climat de la victoire. Nous. Mais réfléchis à la mort de notre guide à tous, le Codillo Franco. Ce climat de victoire continuera pour nous. Mais il sera nouveau. Et nous devrions alors rester à la traîne. Maman! Ma petite fille. Je suis tout en sueur. D'où venez-vous? Dites bonjour à Doña Astrea. Bonjour, Doña Bonjour, Astrea. Doña Astrea. Bonjour les enfants. Et d'où venez-vous avec tant d'enthousiasme? Du Prado. Nos yeux sont pleins de Velázquez. Pardonnez-moi. Doña Lupa? P. Il y a un gars à côté. Monsieur. Et que veut-il? Il dit qu'il veut vous parler.
Vous parlez. Comment? Comme ça? Sans s'être annoncé auparavant? Dois-je le renvoyer? A-t-il dit comment il s'appelait? Sigismond. Sigismond? Qui est-ce, maman? Taisez-vous, vous. Qu'est-ce que je fais, Astrea? Quand on parle du loup, Bon, je fais quoi, moi? Moi, je fais quoi? fais-le entrer. On ne met pas les fantômes à la porte. Faites-le entrer. On fait entrer le fantôme. Bien, madame. Mais qui est ce Sigismond? Ce monsieur Sigismond? Un ami de votre père. Bonsoir, mesdames. Donia Lupe, bonsoir. Oh, Donia Astrea, waouh. Bonsoir. Puis-je vous présenter mes filles, Sigismond? Voici Rosaura, l'aînée, et voici Stella, la seconde. Pablito, le petit, est encore à la campagne, chez sa grand-mère. Je suis très heureux de vous voir, chère Stella, chère Rosaura. De Stella, on peut dire que c'est Basilio en personne, sous la forme d'un ange, naturellement. Le visage de Rosaura, par contre, est un vrai mystère. Vous venez de très loin, Sigismond? Je sais que depuis longtemps vous n'êtes pas revenu en Espagne. Oui, cette fois, les keufs m'ont laissé passer. Qui sait pourquoi? Les keufs? N'oubliez pas qu'il y a des enfants ici. Ah, les enfants. Sachez, les enfants, que bien que j'utilise le mot keuf, je suis noble, moi aussi, même si c'est avec une part de sang juif. Oh, de toute façon, catholique de religion, bourgeois de culture. J'ai tous mes papiers en règle et pas grand-chose de différent. Vous avez fait bon voyage? Chère Donia Lupe, mon air vaguement menaçant, ou pour le moins dangereux, est dû simplement à l'émotion, au devoir de la cacher. D'où ce discours amer et spirituel, vaguement brechtien ou surréaliste. Mon amitié avec Buñuel remonte au temps du surréalisme. Donia Lupe, vous avez un œuf à la place d'un œil. Oh, et les mains de Donia Astrea sont des rameaux de citronnier. Oh, vos filles portent l'une le poète Machado dessiné avec des moustaches qu'il n'a jamais eues, et l'autre l'écrivain Unamuno sur le sein, sans moustache et avec des yeux d'orange. J'ai passé mes derniers mois d'exil au numéro 82 de la Via Garibaldi, une rue de Rome derrière le Ponte Sisto, avec des vieux pavés et une vieille odeur d'étable, avec les casernes rouges des carabiniers et les maisons basses à 2 ou 3 étages, entre lesquelles les murs délabrés se souviennent du passé. Un passé qui est resté à moisir dans un rêve de poussière et d'obscures pailles séchées. Et où iriez-vous maintenant, Sigismond? J'étais seul dans l'avion. Et ainsi, en regardant sous moi cette grande assiette jaune qu'est l'Espagne, j'ai pu pleurer librement. Les parcelles de terre jaune, ces rectangles jaune pâle, et les parcelles carrées, marron ou vert sombre, mais d'un vert de bronze et vide, se succédaient à l'infini, sans changer. D'une région à l'autre, de longues routes brunes zébraient l'échine de nos montagnes, chacune en forme de vulve. Mauves étaient ces villages et ces petites villes. Et je pleurais ainsi, comme un poète le long des rives du Douro, et mon âme pendait comme une chemise dont les pans sortent des pantalons. Et qu'est-ce qui vous rendait triste? Quel âge me donnes-tu, petite Rosaura? Environ l'âge de mon père et de ma mère, bien que vous me paraissiez plus jeune. Ah, merci. Oh, toutes ces années, moi je les ai vécues comme une farce. Farce? Oui, je devais vivre à Madrid, mais je me suis barré et j'ai vécu un peu ici et un peu là, en bourlingueur. Je devais gagner un combat, au lieu de ça, hop là je l'ai perdu. Je devais avoir toute une série d'amour espagnol, et à la place, bon, grâce à d'habiles stratégies, j'en ai eu d'italiennes, françaises, anglaises et américaines. Vous ne nous avez pas encore dit où vous allez vous établir. Je choisirai un endroit purement symbolique. Je ne m'occuperai ni du climat, ni du confort, et encore moins de la mondanité. Je m'établirai dans un village ou dans une ville, choisie selon une anecdote qui me semblera significative et me permettra ainsi de continuer la longue farce. Par exemple, le village où Machado écrit son plus beau poème, ou bien celui où est née la mère de Juan Ramón Jiménez, ou encore celui où Picasso pour la première fois a fait l'amour avec une fille. Comment, à 50 ans, pourrais-je arrêter la farce? Je continuerai à courir sur une voie parallèle à celle où aurait dû se dérouler ma vie. Ce fut et sera une belle vie que la vôtre, avec tous ces voyages, toutes ces belles amitiés.
et tant de légèreté. Et qu'est-ce que t'en sais, toi, de tout ça? Laissez-la parler, Doña Lupe. Elle est si jeune, avec ce visage désespéré de renard. Tu vois, Rosaura, celui qui gagne est un idiot, mais en même temps, toujours perdre, c'est un sacré malheur. Pour la 2e fois, qui ne sera pas la dernière, je me présente ici pour donner des explications de la part de l'auteur. Donner des explications et présenter des excuses. La scène que vous allez voir maintenant sera construite selon les vieilles règles de la scénographie traditionnelle. Ce n'est pas par nostalgie de telles règles que l'auteur s'est décidé à envisager tout ceci, et donc à m'utiliser en lieu et place de la non moins vieille touchante didascalie. Ce qui a poussé l'auteur à imaginer cet épisode comme s'il se déroulait à l'intérieur du tableau des Ménines de Velázquez est une inspiration d'espèces mystérieuses qui ne comporte aucune nostalgie pour le vieux théâtre, mais utilise le vieux théâtre mélangé à la peinture comme un élément expressif au sens incertain. L'auteur vous prie donc, pendant une dizaine de minutes, de vous sentir spectateur du vieux théâtre, conçu comme rite social, et de jouir de ce qui a été fait pour votre jouissance. Nós estamos agora em frente ao quadro As Meninas de Velázquez. Eccoci arrivati davanti al quadro Las Meninas. Nous arrivons maintenant devant les Ménines de Velázquez. Vous pouvez allumer votre audio guide au canal 7. L'amour, tel qu'on le conçoit chez nous, roi bourgeois, n'est pas pensable sans un sens social. Et nous, épouses du roi bourgeois, nous ne pouvons que le confirmer. En Espagne, l'ordre règne. Est-il possible de penser une autre forme d'amour? Ton père est roi. Mais il est roi comme un pauvre est un pauvre, ou une bête une bête. Reconnais ta vie dans celle des autres, Rosaura, et tu verras qu'elle sera vraie. Vis les amours que vivent les autres, et tu verras qu'elles ne se distingueront pas de la vie. Courage, Rosaura. Ne m'oblige pas à continuer ce chant amébé, pénible et académique. Avoue à ton père que tu es tombée amoureuse de Sigismond. Ceci est un rêve. Tu ne vois pas comme tu es attifée? Le corsage long et étroit, d'un gris parcheminé, comme par de la cire sacrée. Et la jupe avec ses 2 bosses sur les côtés, immensément oblongue, dans sa sévère exagération baroque. Et qu'est-ce que tu as à l'encolure et au poignet de ces longues manches bouffantes? Des fleurs d'un rose qu'on n'obtiendrait jamais, en fanant aucun rouge, ni en enflammant dans sa mémoire la couleur d'une blessure, groseille ou cornouille. Un rose qui est le fantôme en papier du violet devenu orange d'abord, et plongé dans l'aurore ensuite. Son grain est celui d'un vieux suc, d'une huile séchée poncée et comme vue à travers une plaque qui protège les squelettes rosâtres. Nous sommes tout ce que l'on peut être. Tu n'as pas d'autre interlocuteur, petite Rosaura. Si ceci est un rêve, il ne sert finalement à rien d'autre qu'à rendre la réalité plus réelle. C'est dans ce rêve, dans le rêve, que nous te demandons ton aveu. Ce n'est que si tu avoues l'inavouable que nous pourrons parler avec toi, te convaincre de la trahison, et par là te régénérer. C'est la vieille règle du monde où tu es né. La naissance. Quelle extraordinaire source de droit. Et de connaissances. Tourne-toi et regarde le grand espace derrière toi. La grande salle du prince. Que d'air au-dessus de ta tête. Un air gris de poussière royale. Ne vois-tu pas comme même la lumière du soleil qui pénètre avec discrétion dans l'embrasure qu'un gentilhomme obstru de sa silhouette muette est transformé par la richesse de la maison où elle se répand comme à midi? Les 1000 choses palpitantes du palais où se réalise la richesse au quotidien nous ont tous repoussés ici. Dans cette grande salle au parquet rustique, en un événement fortuit. Regarde encore quel absolu nous dispose ici dans cet espace. C'est la richesse qui accomplit ces miracles. Interroge la petite Doña Maria Agostina Sarmiento, qui te tend une burette de ce rose sacré, comme un fantôme de langouste où le rouge régule sa propre disparition. Interroge la petite Doña Isabella de Velasco, qui se tient dans son coin la bouche ouverte derrière toi, exprimée par les bleus de l'aurore. Interroge la naine au visage aplati, Maria Barbota. Et le nain, Nicolas Cito Pertisato. Qui sont finalement les vrais protagonistes de tout cet événement fortuit. Et qui, parce que monstres, et bien que délicats dans la lumière, manifestent en surface la monstruosité cachée et embellie au fond. Interroge les guardadamas, Dame Marcelle de Ulloa. Interroge le maréchal du palais, parent du peintre José María Velázquez. Et Diego Rodríguez Velázquez lui-même. Oui, interroge l'auteur,
impliqué lui aussi dans le monde de notre richesse. Quand bien même il regarde le tableau de l'extérieur, il en est. Tous ces gens-là pourront témoigner pour nous. Donc tu ne veux pas avouer? Nous ne pourrons pas te convaincre donc que Monsieur Sigismond, que tu aimes, ne peut être aimé par toi. Parce que aucun sens social ne pourra jamais inclure cet amour. Sigismond, en fait, est un antifasciste qui a vécu en exil, fiché en résidence surveillée, en être contaminé par la pauvreté qu'il défend, en trahissant la richesse. Et comme l'a dit ta mère en parlant des Juifs, l'autorité de l'État ferait bien de le coller au mur. Gentil. On se calme, mademoiselle Rosaura. Pourquoi devrais-je me calmer? Pourquoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ne criez pas, mademoiselle Rosaura. Ne pleurez pas comme ça. Pourquoi ne pas essayer de prier? Où suis-je? Je suis dans le tableau. Mais vous le savez bien où vous êtes. Non, je ne le sais pas. Je ne le comprends pas. C'est quoi ce tableau? C'est un couvent? C'est une maison de santé? C'est un asile? C'est une prison? Vous faites toujours semblant de ne pas savoir, mademoiselle Rosaura. Mais le Seigneur, même ce que vous ne voulez pas, il le lit, lui, au fond de votre cœur. Au secours! Au secours! Je veux sortir d'ici! Au secours! Au secours! Je ne veux pas prier. Prier me fait horreur. Au secours! Par pitié! Je n'en veux rien savoir de Dieu, je n'en veux rien savoir. Laissez-moi libre de me passer de lui. Au secours! Au secours! Calmez-vous, mademoiselle Rosaura. Il faut la ligoter. Rendez-moi mon corps, c'est à moi. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez mettre où vous voulez. Mon corps est sacré, c'est avec lui que je vis. Vous, monsieur Velasquez, vous, aidez-moi. C'est justement parce que vous avez un corps, ma pauvre Rosaura, que vous pouvez être notre bouc émissaire. Allons, relevez-vous, arrêtez de pleurer. Je vous donne votre liberté. Je vous ouvre les portes de la prison, ou de la maison de santé, ou du couvent. Servez-vous du mot que vous voulez. Retournez dans le monde. Je vous invite à poursuivre votre visite dans la salle suivante, sur votre gauche. A proseguire la visita nella sala successiva, sulla vostra sinistra, grazie. Rosaura? Comment es-tu arrivée jusqu'ici? Un miracle m'a délivrée du lieu où j'étais enfermée. Et je me suis mise en route. Je les connais, ces miracles. Qui peut te délivrer de la tour? Personne d'autre que le père, Basilio. Et le pas des tueurs est si léger que la victime à qui on veut faire croire qu'elle est libre ne l'entend pas. Ainsi, elle peut pas se retourner et voir derrière elle le jeune blond ou le jeune brun. Appelons-les Leukos et Meleinos, le lumineux et l'obscur. Au nom d'un insondable sentiment, ils ont décidé que leur honneur était dans la loyauté, leur virilité dans l'obéissance, et ont fait un pacte à égalité avec le patron. Non, ce ne sont pas des tueurs qui m'ont libérée, mais Velasquez, un rebelle vaincu, comme tu l'es toi. Comme tu es devenu adulte et dur, comme ta petite frimousse de lune exprime certitude et amertume. J'ai appris quelque chose, don Sigismond. En brisant les chaînes de ta naissance? Naissance? Dites réveil, d'un rêve dont je ne me rappelle pas. Je le sais. C'est comme ça que ton mal a commencé. Mais pourquoi me parlez-vous d'une voix si douloureuse? Et avez-vous perdu toute votre légèreté? Dans tes mots, il y avait au début des expressions d'admiration presque filiales. Ensuite, petit à petit, ils sont devenus de véritables mots d'amour. C'est comme ça, Sigismond. Non seulement je ne peux pas t'aimer, Rosaura, mais tu ne peux pas m'aimer non plus. Pourquoi? Pourquoi? Ne crie pas ce pourquoi avec tant de courage. Dis-moi plutôt comment tu m'aimes. Je ne sais pas, puisque c'est la première fois que j'aime. Pourtant, il faut que je le sache. C'est mon corps ou mon âme que tu aimes de moi? Tout, don Sigismond. Donc tu voudrais te marier avec moi? Oui. Et avoir des enfants? Oui. Mais est-ce que tu sais, Rosaura, comment cela arrive? Et ma mère et ma sœur soutenaient que les enfants naissaient sous une plante. Ma mère disait une rose, ma sœur un chou.
Mais moi, j'y croyais pas. Non, je sais qu'ils naissent par le corps de la mère. Et maintenant, dis-moi, Rosaura, tu soutiens qu'outre mon âme, tu aimes mon corps. Mais tu sais que le corps de l'homme est différent du tien, de celui d'une femme. Bien sûr que je le sais. Et c'est pour ça qu'on peut faire l'amour. Tu m'aimes donc aussi pour cette partie de moi, de mon corps, qui sert à faire l'amour. Oui, je crois vous aimer aussi pour cela. Et je sais Sigismond comment c'est fait. J'ai vu Pablito nu quand il était enfant. Mais je sais qu'ensuite, quand l'homme devient grand, ce membre croît et s'ouvre, s'effeuillant comme une rose ou une pomme de pin. Je vois que sur ce point, tu es suffisamment informée. Rosaura, tu dois te préparer à une nouvelle qui te donnera à la fois une grande douleur et une grande joie qui s'annuleront l'une l'autre, te laissant probablement sans voix, comme précipité dans le noir. As-tu jamais entendu dire qu'il y avait une guerre civile en Espagne, à l'époque où tu devais encore émerger des ténèbres à cette vie? Bien sûr que je le sais. Et alors? Moi, dans cette guerre, j'étais avec les pauvres contre les riches, avec les ouvriers et les paysans contre les prêtres et les bourgeois. Ça a très mal tourné. Je le sais, Sigismond. Et c'est aussi cela que j'aime en vous. À l'époque, j'étais un peu plus qu'un enfant. Tiens, comme aujourd'hui Pablito. Et ta mère avait mon âge. Nous allions à la même école et nous étions fiancés. Pour rire. Mais notre amour était vrai. Nous devions le comprendre plus tard. Nous nous aimions et en plus, nous avions les mêmes idées politiques. Alors, nous étions deux fiers républicains. Nous aimions les anarchistes et les communistes comme des frères. Ah, quelle chose splendide sur la terre que cette Espagne aux mains de son peuple. Et puis, tout s'est terminé avec notre défaite. Alors bien sûr, j'aurais pu retourner à Madrid, revoir ma fiancée, pardonner, reprendre mes études, c'est-à-dire entrer dans la vraie vie. Comme tu le sais, je ne l'ai pas fait. Je n'ai plus revu ta mère enfant. Les années ont passé, une autre guerre a éclaté et c'est terminé. Une fois encore, j'ai survécu. Est-ce que je te raconte un rêve? Et, mu par une terrible nostalgie, je suis revenu, clandestin, en Espagne. Qui ai-je cherché tout de suite dans la vieille Madrid, où j'irais seul comme un bouc émissaire, échappé au bourreau? Qui sinon ta mère? Mais qui ai-je retrouvé ensuite à la place de ta mère? Une femme inconnue, pour qui 15 ans de plus était un siècle d'ordre et d'ennui. Doña Lupe, une vraie noble espagnole, sans principe et sans but, encombrée d'ancêtres, à la planter au centre de la vie. Voilà pourquoi tu as pu l'entendre affirmer « Oh, Himmler a bien fait d'exterminer 6 millions de juifs et autres gens pareils indignes de vivre. » En la retrouvant ainsi, je l'ai violée. Oui, cette chose que tu imagines en forme de sublime pomme de pin ou de rose magnifique qui s'ouvre le matin et avec laquelle le mari féconde l'épouse d'enfants bénis, je l'ai imposée à ta mère par haine et par vengeance, ou au nom d'un amour qui ne voulait plus se nommer ainsi. Mais cela n'a pas empêché qu'une créature ne naisse. Je t'avais averti que cette histoire romanesque allait te laisser comme perdu dans le noir. Ça au moins il faut le croire, car la douleur allait étouffer la joie, et la joie, la douleur. Tu es cette créature, et moi, je suis ton père. Tu vois? Il n'y a plus rien à dire. Tu es libre de ne plus m'aimer, et c'est ce que tu devrais faire, je pense. Ou bien même de m'aimer encore. Je voudrais vous aimer encore. As-tu jamais lu à l'école cette pièce de Calderon qui s'appelle « La vie est un songe » ? J'en ai seulement entendu parler. Il y avait un roi, un prophète, qui avait lu dans le futur que son fils, Sigismond, comme moi, le hasard, tu vois, le tuerait. Il le fit alors enfermer dans une tour, enchaîné, le tenant éloigné de la vie comme un monstre. Mais un jour, le roi se repentit. Et il voulut faire une expérience pour vérifier ses prophéties. Il fit libérer son fils. Après l'avoir fait endormir profondément avec de légendaires narcotiques, il le fit se réveiller au palais royal, dans un lit extraordinaire, tout de lin et de brocart. Pour Sigismond, cela était un rêve, évidemment. Dans le rêve, cependant, il vit une femme dont il tomba amoureux. Le rêve devait avoir une fin,
Et de fait, Sigismond, endormi, fut de nouveau enfermé dans sa tour. Le rêve devait avoir une fin, mais non cet amour. Dans le nouveau rêve, un sentiment persistait. Mon Dieu, où suis-je? T'es sur ton lit. Ça, c'est mon lit? C'est ton lit. Tu ne le reconnais pas? Non, je ne l'avais jamais vu avant maintenant. Fais pas ta folle, Rosaura. Et toi, tu es qui? Rosaura. Je suis Carmen, ta sœur, Carmen. Ma sœur? Mais qu'est-ce qui te prend? Au secours, au secours! Par pitié, au secours! Comment ça, qu'est-ce qui me prend? Sortez-moi d'ici, sortez-moi! Mais qu'est-ce que t'es en train de dire? Rosaura, merde! Où veux-tu t'en aller? Pourquoi veux-tu t'en aller? Au secours, je ne t'ai jamais vu! Qui es-tu? Va-t'en d'ici, va-t'en, je ne t'ai jamais vu, moi! Tu me fais peur! Tu es un fantôme, je n'ai jamais vu ses yeux, cette bouche, ses cheveux, ce visage qui me colle dessus. Va-t'en, ne m'embrasse pas, ne me touche pas! Au secours, au secours! Eh oh, ma belle! Mais de quoi t'as rêvé cette nuit? Cette nuit? Mon Dieu! Mais hier, je n'étais pas ici, moi! Je n'y ai jamais été! Je ne reconnais rien de ce qui est ici! Mais hier soir, tu étais ici, espèce de folle. Avec moi. Avec notre père. Et notre mère. Notre père? Notre mère? Je ne les ai jamais vus. Ce sont toujours les mêmes à Rosaura. Le vieux Cirlo, toujours bourré. Et la vieille Agostina, toujours en rogne. Je n'ai jamais entendu ces noms-là. Par pitié, fais-moi partir d'ici. Fais-moi retourner là d'où je suis venue. Oui, au pays des merveilles. Où tu veux aller en dehors d'ici? Tu as été ici pendant 30 ans et maintenant d'un seul coup, tu veux tout quitter? Qui êtes-vous, vous? Bon, il est 9h du matin. Il est temps que tu te réveilles et que tu reprennes contact avec la réalité. La réalité? J'en sais rien, rien. Je suis étrangère à tout ça. Je veux m'en aller loin. Je veux aller là où est ma place. Merde! Maintenant j'en ai jusque là, Rosaura. Ça suffit avec cette histoire. Courage, fais un effort. Si ça ne t'arrange pas de te réveiller, fais-le quand même. Comme tu as toujours fait, et me casse pas autant les couilles. Comment tu t'appelles? Carmen, 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 Carmen. Comme tu es belle. Quelle peau sombre et pourtant transparente. Comme ils sont élégants, ces cheveux sauvages qui te tombent juste sur tes yeux. Comme il est mignon, ce vêtement orange qui te couvre à peine. Et ce petit lit avec son petit matelas tout dur. Et ces vieilles couvertures grises toutes rêches de sueur et de poussière. Ouais, nous sommes de sales pauvres, Rosaura. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Avant d'être plus qu'un sac à vin, notre père était manœuvre. Et avec la paye d'un manœuvre, comment on peut faire manger 10 bouches? Par chance, nos frères sont partis. Ils nous envoient pas de sous. Néanmoins, ils sont plus là. Laisse les faire donner par nous. Et pourquoi alors? Je ne reconnais pas la toile déchirée de ces draps de lit, la poussière sèche de ces couvertures. Et même si je les reconnais, c'est comme si je les avais seulement imaginées. Conne et menteuse! Ça fait 30 ans que tu dors sur ce lit de camp. Merde! Je devrais pas me mettre à discuter de tout ça? Bon, basta! Toute la pauvreté qu'il y a là-dedans n'est pas dans mes souvenirs. Elle n'est pas dans mes habitudes. Elle n'a rien à voir avec ma vie. Et tu insistes? Si quelqu'un nous voyait, il nous emmènerait à l'asile. Allez, essaie de te concentrer. Tu as rêvé de quoi cette nuit? Je n'ai rêvé de rien parce que c'est ça qui est un rêve. Ok. Étant donné que moi, par contre, je sais que ce n'est pas un rêve. Vu que je suis ta sœur et que j'ai vécu toute ta vie avec toi, il faut que tu fasses l'effort, ma chère, de penser au contraire que c'est ceci qui est la réalité. Et pourquoi devrais-je le faire? Pour rien. Fais-le pour ta conscience. Et comment si ma conscience est celle de la vérité? Alors, faisons comme si c'était un jeu. Espèce de folle, ça te va? Un jeu? Oui.
Faisons comme si tu reconnaissais vraiment pas ce lit où tu t'es réveillé ce matin. Ni moi, ta sœur. Ni cette maison que pour rire nous appelons le fautoir. Et tout le reste. Et puis, Donc toi, tu fais semblant de faire semblant, de ne rien savoir du monde dans lequel tu t'es réveillé aujourd'hui et où tu vis. Et je ferai semblant de devoir t'expliquer comment vont les choses. mais dans quel but tout cela? Parce que personne ne viendra jamais te libérer. Même si tu criais au secours jusqu'à demain, et jusqu'à en perdre le souffle. Et moi, je pourrais pas être ta sœur, même si tu le niais jusqu'à la mort. C'est pareil pour ces meubles, cette maison, notre père sur l'eau, notre mère Agostina. Nos frères émigrés pour travailler à la mine en France et en Allemagne. Et alors comme ça, tu resterais étrangère, à gueuler toute ta vie. Voilà pourquoi tu dois faire semblant et écouter comme un jeu toutes les explications que je te donnerai sur cette vie. Au secours! Au secours! Amenez-moi loin d'ici, délivrez-moi de cet endroit si misérable, plein de choses sales que je n'ai jamais vues. Je ne veux rien savoir, je ne veux rien apprendre. Je veux seulement m'en aller là où j'étais vraiment. Sous la table, il y a une cuvette. Une vieille cuvette, toute cabossée, avec des traces de crasse au fond, parce qu'on la lave jamais quand on s'en est servi. C'était notre mère qui a dû l'acheter quand nous étions encore enfants. C'était l'été, comme maintenant. Il faisait une chaleur à ne pas pouvoir s'appuyer sur les parois de bois et de tôle tellement elle brûlait. La poussière là devant, sur le terrain vague du bidonville, était arrêtée. Pas un souffle d'air. Dans cette canicule est arrivé le revendeur, avec sa charrette blanche en bois. Il avait un petit béret blanc sur la tête et il chantait avec un mégaphone. Il y avait des tas de choses en plastique, rouges, bleues, jaunes, vertes, attachées à la charrette. Et moi, je m'en étais amourachée. Mais toutes les femmes étaient un peu amoureuses de lui, du vendeur ambulant au visage sombre d'enfant de cigane, qui chantait. C'est lui qui a vendu cette cuvette à notre mère. La première chose que tu fais toujours, chaque matin, en attendant le client, c'est de te laver entre les jambes dans cette cuvette blanche toute cabossée. Qu'est-ce que tu attends? Lave-toi. Lave-toi. Laissez-moi! Laissez-moi, c'est le membre normaux! Ah! Laissez-moi, je veux pas entrer là-dedans! Au secours! Je veux pas entrer! Entre! Sinon, ou t'es puceau ou t'es pédéraste! Entre, imbécile! Non! Non, j'en ai pas envie! Laissez-moi! T'as pas envie? Ou tu t'es fait une branlette aujourd'hui? Tant pis pour toi! Courage! Laissez-moi sortir! Ouvrez la porte, laissez-moi sortir! On repasse dans une demi-heure, bonne chance! S'il vous plaît, ouvrez-moi, je veux sortir! S'il vous plaît! Si tu continues comme ça, tu vas démolir la porte. Ouvrez-moi! Sinon quand je sortirai, je vous ferai voir, moi! Faites-moi sortir d'ici. Dis-le-leur, toi, qu'il m'ouvre. Je t'en prie, dis-le-leur. Mais qui sait où ils sont allés, eux? Le quartier des baraques est grand, et dans chaque baraque, il y a une putain. Ouvre la porte! Ouvre-la, toi! Je ne l'ai pas, la clé de la porte. Tu crois quoi? Que je serais libre, moi? Et tu crois que si j'étais libre, je resterais ici? La porte, on ne peut l'ouvrir et la fermer que du dehors, si tu veux le savoir. Mais je veux m'en aller. Je veux pas rester ici avec vous. Pourquoi? Je te fais peur? Je te dégoûte, moi? Oh non, madame, non. Mais je ne veux pas rester ici avec vous. Même si j'étais plus jeune et plus belle. Maintenant que je vous regarde, je vois que vous êtes jeune et belle aussi. Jeune? Je pourrais être ta mère. Et comment je ferais pour être belle en restant ici toute la journée, comme une chienne attachée à sa niche? Pour moi, vous êtes jeune et belle, mais je ne veux pas vous manquer. Quel âge as-tu? 16 ans aujourd'hui. Ah, alors c'est pour ça. Oui, c'est trouillard. Mais dès que je sortirai, je leur en fais voir, moi. Qu'est-ce que tu veux leur faire? Leur écrabouiller la tronche à ces membres normaux. Pourquoi tu les appelles comme ça? Tu ne pourrais pas me comprendre. Ne te donne pas de grands airs à présent. Tu ne pourrais pas me comprendre. Pour qui tu te prends? Sûrement pas pour quelqu'un comme eux. Hein. Ce n'est pas bien beau d'être différent des autres. Non, au contraire. C'est beau, et je leur en ferai voir, moi. Ils t'ont poussé ici pour te dépuceler? Tu n'es jamais allé avec une femme. Des femmes, j'en ai autant que j'en veux, moi. Hein. 10 fois plus qu'eux. Hein. C'est pour ça qu'ils ragent et qu'ils me font des blagues. 10 fois plus qu'eux à d'autres. Voyons. Des petits yeux marrons, pas trop mal, piquants. Moitié fureur, moitié douceur. Nez un peu patate. Pas vraiment beau, mais de forme mignonne. De la barbe. Pas même un poil. À peine un duvet sur les lèvres. Et les lèvres de petits poissons, avec la lèvre supérieure charnue et qui dépasse. Tu ne ressembles pas à un monsieur maintenant que je te regarde. Tu as le visage des pauvres, comme les jeunes gens que nous avons ici, à Cannes-Mulet. Sauf que tu te coiffes un peu plus sérieux. Quels beaux cheveux tu as.
marron d'or. Entre les jambes, tu es comment? Ah, tu me poses ces questions? Quelle question veux-tu que pose une putain? Mais tu n'es pas une putain? Tu ne m'aurais pas fait un compliment par hasard? Non, moi des compliments je n'en fais pas. Bravo, ceux qui font des compliments n'ont pas de sentiments. Mais au moins, tu sais comment est faite une femme? Tu es bête et vulgaire comme toutes les putains. Forcément, pourquoi devrais-je différente? Parce que si tu ne le sais pas, même une putain a le droit d'être différent des autres putains. Comment t'appelles-tu? Moi, Pablo. Pablito. Et toi? Moi, Rosaura. Rosaura la folle, enchantée. Enchanté. Tu es riche, hein? Mes parents le sont. Tes parents seulement? Oui, je ne suis pas un fils véritable. Mais malgré tout, tu es riche. Je m'en fiche comme de ma première chemise. Tu n'aimes pas la richesse? Non. Pourtant, tu vas à l'école. Et celui qui va à l'école est riche, même s'il n'a pas le sou. Qui t'a dit cette vérité-là? Je l'ai pensé moi. Qu'est-ce que tu crois? En fait, t'as raison. J'ai décidé de mon destin. Drop out. Drop out? C'est quoi ça? Je décide que je plaque l'école. Et ta famille? Celle-là aussi, je la plaque. Et tu vas où? Je ne sais pas. Et tu fais quoi? Sais pas. Voilà pourquoi tu viens par ici. Tu as la nostalgie de ceux qui n'ont rien. Oui, j'y viens souvent par ici. Je préfère le cimetière de Barcelone au palais du boulevard de la Phalange. Parce que derrière, il y a la mer. Et on voit les bateaux à quai, prêts à partir au loin. Et tout de suite, sous la grande muraille du cimetière, il y a le quartier des baraquements où vous habitez, vous. Et nous, c'est qui? Vous êtes les exclus. Presque tous andalous. Oui, vous avez les yeux trop noirs et un caractère de tzigane. Vous êtes trop noirs et trop pauvres. Et c'est pour ça que nous serions exclus? Exclus et parqués. Il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'ils viennent et vous mettre des uniformes. Comme dans un camp, un asile ou une prison. Tu ne sais même pas que tu es drop-out. Quelle importance ça a alors de le savoir? Aucune. C'est ça que je dis toujours à Velasquez. Et qui est ce Velasquez? Tu ne pourrais pas comprendre. Chaque fois que tu dis « tu pourrais pas me comprendre », cela signifie que tu caches quelque chose dont tu as honte. Moi, je n'ai honte de rien. Alors dis-moi qui est ce Velasquez? Tu crois que j'aurais peur, hein? C'est quelqu'un qui aime les garçons. Voilà. Maintenant je comprends pourquoi tu ne fais rien avec tes copines. Idiote, ignorante et vulgaire. Seul Velasquez, maintenant je comprends, a le droit de lever les scellés de ton beau petit pantalon. Je te donne ma parole d'honneur que je ne fais rien de mal avec mon ami Velasquez. Il est comme Socrate avec les garçons d'Athènes. Et en réalité, maintenant, il est en prison, comme toi. Comme moi? Qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Le quartier des baraquements de Cadmulé et la prison de Granatula. N'est-ce pas la même chose? Toi et lui, vous êtes des numéros, parce que votre réalité est une menace pour la société espagnole. Et tu veux toi aussi devenir l'un des nôtres? Un pédéraste, un andalou, une putain? Pour rire, mes amis me font déjà ce que les Espagnols adultes voudraient me faire. Me mettre au pilori avec sur la poitrine un panneau d'infamie, sur lequel il est écrit « puceau, pédéraste » ou « bâtard », libérant ainsi leur propre conscience. Par contre, ton ami Velasquez est en prison parce qu'il ne veut pas libérer sa conscience? Velasquez est en prison parce qu'il a un corps. Un corps? Oui, un corps. Comme toi. Tu es ici parce que tu as un corps. Sans corps, il n'y aurait ni honte, ni souffrance, ni mort. Il n'y aurait donc pas d'expiation. Nous sommes les boucs émissaires. Ah, qu'est-ce qu'on ne doit pas entendre sous les murs du cimetière de Barcelone? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Parce que je suis en train de tomber amoureuse de toi, idiot. Un jour ou l'autre, je reviendrai, je te ferai voir si oui ou non je suis un homme. Les meilleurs de mes compagnons, ces salauds de membres normaux, comme dit Velasquez, lisent et polémiquent avec leurs maîtres, Calderon, Unamuno, Machado. Ce sont les merveilleuses lectures des 16 ans. Par contre, moi, je lis les Grundrisse de Karl Marx, Marcuse, Malcolm X, Obiegbuna et The San Francisco Oracle. Merde, arrête de te vanter autant. Bah, je me vante pas du tout. N'as-tu pas dit que t'étais en train de tomber amoureuse de moi? Ça, c'est moi qui le dis. Toi, tu te tais. Finalement, écoute, tout leadership est fasciste. Réfléchis, même Gandhi, puisqu'il a été président des Indes, était fasciste. Tu dis ça pour de vrai? Les membres normaux sont des membres normaux. Dans le meilleur des cas, un fascisme démocratique leur suffit. Restent les exclus. Toi, Velasquez, les noirs, les fous, les délinquants, les andalous. Que doivent-ils faire? En Espagne, on n'en sait rien. Mais c'est une question qui résonne aujourd'hui avec urgence dans le monde. Et tu viens me le demander à moi? Je sais seulement que nous sommes en été 1967, mais je ne sais même pas ni quel jour ni quel mois. Si, parce que tu es rejeté comme pauvre, et en plus rejeté comme putain. Comme pauvre, tu es exclu entre les exclus, comme putain, même les exclus t'excluent. Sainte Vierge de la Guadeloupe, aide-moi. Tu es un homme encore mignon avec ses petits yeux marrons, sa frange dorée et ses pantalons immaculés, plein à craquer d'amour. Voilà, tu vois. Tu acceptes ton infériorité en tant que femme aussi. Et moi, pour un peu comme un imbécile, j'allais rater ça. Bien sûr, l'intégration s'identifie au destin. Les pauvres exclus autour de toi, et même moi, exclu volontaire, nous te refoulons dans un ghetto dans le ghetto. Patience, que veux-tu faire? Patience? Et Velasquez disait que la puissance des fleurs était une acceptation de la puissance des armes.
Les exclus doivent jeter leurs fleurs et prendre les armes. Il était un peu fou, mais en suivant son raisonnement, pour moi, il avait raison. Non, justement, c'est le problème. Il n'avait pas raison. Car au sein même des exclus, il y a des exclus. Pablo. Les voici, ils arrivent. Oh mon Dieu, tu dois déjà partir? Oui, maintenant il vient me les chercher. Elle est finie notre conférence. Je dirais que tu l'as fait, que tu es un brave soldat, que tu n'as une belle et grande. Non, ne leur dis surtout rien. Mon amour, ça me fait mal au cœur de te quitter. Je reviendrai de temps en temps. Pablo, tu l'as fait? Je dois m'en aller, adieu. 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 Dis-moi, Rosaura, c'est vrai que tu as été avec un garçon riche? Et alors? D'une famille qui s'appelle Ortega et Frias. Jamais entendu ce nom-là. Mais le nom du garçon, oui. Il s'appelle Pablo. Et alors? Attends, je vais être sûre. C'est un garçon avec des yeux de quelle couleur? Marron. Et les cheveux? Des petits cheveux châtains avec une frange dorée. Grand? Pas tellement, il n'avait que 16 ans. Et comment il était habillé? Il avait des pantalons noisettes, sans ceinture. Les revers des poches de derrière très grands, les boutons bien rattachés. Et par-dessus, un grand chandail blanc qui lui était un peu large, flottant de partout. Dans un beau désordre qui donnait envie de tout remettre un peu en place. Et pourtant, tu n'avais pas le courage de le toucher, parce que tout allait bien comme ça. C'était un étudiant? Bien autre chose qu'un étudiant. Un professeur, c'était. Un vrai philosophe. Qu'est-ce qui te fait rire comme une folle? On peut savoir pourquoi tu ris? Et vous avez fait l'amour? Bien sûr que nous l'avons fait. Vous l'avez vraiment fait? Qu'est-ce que tu crois? Qu'il n'était pas capable? C'était un brave soldat, c'était. Tu aurais dû voir comme il chevauchait. Tu n'y crois pas? Crétine. Il avait un machin long comme ça, dur comme une épée et tendre comme une fleur. Il avait la saveur du safran et au toucher, on aurait dit de la soie. Mais qu'est-ce que tu as à rire? Je ne suis pas du tout tombée amoureuse de lui. Il n'aurait plus manqué que ça, que tu sois amoureuse. Bah, un peu amoureuse, oui. Où est le mal? Ma pauvre, que la Sainte Vierge de Guadeloupe te protège. Tu es folle. Il n'est plus revenu te voir. Mais il l'a promis. Il m'a donné sa parole d'honneur. Et tu es sûre qu'il reviendra? Eh, s'il te plaît, arrête de rire. Oui. Oui, je sais qu'il ne reviendra pas. Laisse-moi rire maintenant, car quand tu sauras, ça rira autrement. Le musée du Prado va fermer ses portes dans 5 minutes. Veuillez vous diriger vers la sortie. La grande salle est vide. Ils se sont tous dispersés dans le palais. Même elle, la Basilissa. Les gamines, on les entend, jouent dans le jardin avec les guardadamas. Nicolas Cito, Pertusato, le nain, doit encore faire rire quelqu'un ailleurs, et ainsi Madame Marcelle de Ulua. Je suis seul ici, reflet dans le miroir. À moins que l'auteur ne soit ici avec moi, reflet lui aussi. J'avais besoin de me recueillir un peu avec moi-même. Melainos, Leukos. Nous voici, Seigneur. Dis-nous ce que nous devons faire. Vous devez retourner là-bas. Où, Seigneur? Où vous avez été la dernière fois. Canmulet, vous voulez dire? Je crois que ça s'appelle comme ça. Cet endroit sous les grandes murailles du cimetière de Barcelone. Dans le baraquement du vieux Cirlo, je suppose. Vous savez ce qu'il y a à faire. Certainement, Seigneur. Il est temps. Ce n'est certes pas la chronologie qui compte, mais le sens qui si souvent n'est pas dans l'ordre. Le rite doit se répéter. Celui qui dort, je ne sais pas sur quel monde il ouvrira les yeux cette fois. Tôt ou tard, tu le sauras. En attendant, faisons ce que nous devons faire. Ce que je me demande,
C'est si la loi selon laquelle l'amour dure plus longtemps que le rêve sera encore valable, si quelque chose de continu se perpétuera encore de rêve en rêve. Et ce que le pouvoir qui m'est donné retirera de l'illusion d'une nouvelle vie. Allez, allez, mon bon Belainos, mon bon Loukos, allez délier les nœuds de l'existence en distribuant en mesure parfaitement égale le noir et la lumière, la douleur et la joie. Allez à Cantemoulette. Rosaura est là, dans sa baraque. Elle attend une visite. L'antique mécanisme classique se répète. Mais même moi, le roi, dans la solitude de cette grande salle, je devrais m'interroger bien à fond moi aussi, pour connaître ce qu'est ma vraie volonté nouvelle. Il Museo del Prado chiuderà tra 5 minuti. Si invita la gentile clientela a dirigersi verso l'uscita. Bonjour ma sœur, vous ici? Dieu vous bénisse, Rosaura. Vous avez les yeux rouges. J'ai un rhume. Nous sommes en août, et les baraquements de cannelés sont protégés du vent du nord par les grandes murailles du cimetière. Il fait une chaleur comme au plus profond de l'enfer. C'est pourquoi les femmes andalouses chantent toute la journée, en regardant vers la mer qui a la couleur du feu. Ce n'est pas un rhume. Un marin qui venait d'Islande me l'a refilé. De mensonge en mensonge, nous serons bientôt au pôle Nord. Ou au moins en Russie. Je suis une bonne chrétienne. Je ne mens pas. Maintenant, puisque je vous ai prise en flagrant délit, ne faites pas votre offensé et ne passez pas la contre-attaque. Je ne suis ici que pour vous aider, Rosaura. Et vous savez combien il est plus difficile d'aider que d'être aidé. Je suis bien comme je suis. Vraiment. Et ces yeux rouges? C'est mes affaires. Dites-moi ce que vous avez à me dire. Carmen est venue chez moi et il m'a dit que l'autre jour tu aurais... Dites-le. Dites-le. Fais l'amour, on a honte? Ben, je suis une religieuse et j'ai eu des traumatismes. Et naturellement, une éducation catholique. Bref. Tu as fait l'amour avec un certain Pablo Ortega y Frias, étudiant au lycée Segura. Ben... Alors oui ou non, tu vas dire la vérité? Oui, oui. C'est vrai, j'ai fait l'amour avec lui. Et ses yeux rouges? C'est parce qu'il ne revient pas? Cela n'a rien à voir. Bien sûr que si. Si tu t'es décidé à arrêter de mentir, c'est que tu espères que je t'apporte des nouvelles de lui? Oui. Je pleure toute la journée parce qu'il ne revient pas. Je suis ici pour t'apporter une nouvelle qui te donnera une grande joie et une grande douleur. Les deux choses s'annuleront l'une l'autre. Et alors, j'imagine, tu resteras muette, dans un grand embarras. Pauvre Rosaura. As-tu vraiment fait l'amour avec lui? Oui, bien sûr. Pour qui le prenez-vous? C'est un homme, lui. Je sais. Mais réfléchis bien. Dis-moi la vérité. Non, nous n'avons pas exactement fait l'amour. Mais s'il revenait, et que cette fois il te demandait de faire l'amour avec lui, tu le ferais? Bien sûr que je le ferais. Et je ne lui demanderai même pas un sou. Je le ferai gratis toutes les fois qu'il le voudrait. Et même je le paierais, moi, s'il en avait besoin. S'il devait revenir, mais il ne reviendra pas. Toi, par contre, tu ne devrais pas faire l'amour avec lui. Et pourquoi? Mon histoire. Terrible comme une fable. Commence il y a 16 ans. Tu te souviens? Non, je me rappelle pas. Tu étais une enfant, comme on dit bêtement, quand tu as connu Sigismond, dit El Hijo, qui avait 20 ans et a fini ensuite à la Granatula, directement après la caserne. Et maintenant il est là, le crâne rasé, le corps couvert de balafres et de cicatrices. Mais il n'avait encore tué personne. Il n'avait pas encore essayé de se tuer quand il t'a fait faire l'enfant. Un enfant mâle, aux yeux marrons, aux petits cheveux châtains. Tu l'as à peine vu, tu n'as même pas eu le temps de savoir comment il s'appelait. Dans les bidonvilles, dans la boue et dans la poussière, sous les toits de tôle, entre des murs faits de fonds de vieux cajots, des sacs goudronnés, naissent des créatures d'une douceur, d'une timidité, d'agneau ou de colombe. Toi, me semble-t-il, tu étais justement une de ces créatures. Tu as subi la violence d'un garçon sans le haïr. Tu as fait un enfant et tu l'as perdu sans protester. Tu as pleuré en silence sans déranger personne. Ensuite, peu à peu,
tu as tout oublié, sans en garder de honte. Tu as cru que tu avais perdu un fils. C'est cela le destin des mères qui vivent dans la misère. Ton fils a vécu dans une belle maison, dans la plus belle rue de Barcelone, dédiée aux martyrs de la Phalange. Lui, il a vécu exactement comme vivent ceux qui habitent dans ces palais, en riches, en puissants. Les personnes qui l'ont adopté, ta mère et ta sœur demandent des sous. Oh, pas beaucoup. Elles ne poussent pas les prétentions de leur chantage, il faut bien l'appeler ainsi, au-delà du chiffre modique de quelques milliers de pesetas. Mais elles ont toujours eu peur que, si tu avais su, ça n'aurait pas continué, et que de toute ton inopportunité, leur plan en soit ruiné. De cette façon, elles ont suivi pas à pas la vie de Pablo. Elles ne l'ont pas perdu de vue un seul jour. C'est précisément à moi qu'elles sont venues s'adresser, maintenant que tu l'as connu. Mon Dieu, où suis-je? Tu es sur ton lit. Où veux-tu être? Ça, c'est mon lit? Ton lit. Tu ne le reconnais pas? Non. Je ne l'avais jamais vu avant maintenant. Ne plaisante pas comme ça, Rosaura. C'est tôt le matin. Et toi? Qui es-tu? Rosaura, je suis Agostina, ta sœur Agostina. Ma sœur? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Au secours! Au secours! Par pitié, au secours! Qu'est-ce qui m'arrive? Emmenez-moi d'ici! Emmenez-moi! Qu'est-ce que c'est que ces discours, Rosaura? Où veux-tu aller? Pourquoi veux-tu t'en aller? Au secours! Je ne t'ai jamais vu! Qui es-tu? Va-t'en d'ici, va-t'en! Je ne t'ai jamais vu! Tu me fais peur! Tu es un fantôme! Je n'ai jamais vu ses yeux, cette bouche, ses cheveux, ce visage qui me colle dessus. Va-t'en, ne m'embrasse pas, ne me touche pas. Au secours, au secours! Tu me fais peur, Rosaura. Et qu'est-ce qui t'est arrivé cette nuit? Cette nuit? Mon Dieu. Mais hier, je n'étais pas ici, moi. Je n'ai jamais été ici, je ne reconnais rien de ce qui est ici. Hier soir, tu étais ici. Dans cette maison, avec moi. Avec ton mari. Avec tes enfants. Mon mari. Mes enfants. Je ne les ai jamais vus. Je ne les connais pas. Rosaura, je te le dis en pleurant. Réveille-toi. Me réveiller? Mais c'est ça qui est un rêve. Il faut que je me rendorme. Et ne ferme pas les yeux maintenant. T'abandonne pas comme si tu étais morte dans ces draps. Ne deviens pas sourde et muette. C'est une journée comme les autres. Rosaura, toi maintenant, tu t'es réveillée comme toujours à 8h du matin. Personne ne t'a mis de l'éther sur le visage. Rouvre les yeux. Parle. Secoue-toi. Rosaura, ceci n'est ni un rêve, ni un évanouissement. Ce n'est qu'une manœuvre naïve pour ne pas parler. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu t'es réveillée, puis tu t'es rendormie aussitôt. Pendant ton bref réveil, tu as dit que tu ne reconnaissais rien. J'ai dit ça? Oui, et tu m'as même effrayée. Oh Dieu! Mais qu'est-ce qui m'a pris? Peut-être as-tu fait un de tes rêves habituels? Celui du faucon qui vole au-dessus de l'Espagne sur les parcelles jaunes et jaunes pâles des grands champs desséchés par l'été. Strié de longues routes brunes qui vont d'un village à l'autre, chacune, dis-tu, en forme de vulve. Ou bien le rêve dans lequel un petit chat brun miaule, immobile devant la mer au fond de laquelle tu es ancré. Pour ensuite s'en aller le long des murailles d'un cimetière, au milieu des taudis. Non, non, je n'ai fait aucun de ces rêves. J'en ai fait un autre, nouveau, mais je ne m'en souviens plus. Rappelle-toi! Je ne peux pas. Où sont les enfants? À l'école, c'est la grève des trams. L'Espagne bouge! Et grand-père les a appelés plus tôt. La plume de Carmen était froissée. Hein? Et le tablier de Carlos n'avait pas de pointe. Je ne comprends pas de quoi tu es en train de parler. Et puis, je suis certaine que mon père n'a même pas regardé si leurs pieds étaient cirés.
Il a l'habitude des siens qui ont les talons usés, les semelles qui baillent, ce sordide. Et il n'a sûrement pas vérifié si Carmencita avait changé ses yeux. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Je le sais, moi, ce que je veux dire. Apporte-moi 2 draps bouillis, s'il te plaît, puisque tu es levé. Et veille à ne pas salir les œufs qui sortent de la lessive. Apporte-moi aussi un coussin amer et du café, mais molle. Rosaura! Qu'est-ce que tu as à crier comme ça? Combien de fois t'ai-je apporté ton petit déjeuner quand tu restais à ne rien faire? Veille à ce que le pain soit rouge. Rosaura! Bon, je le ferai moi-même si cela te dérange tellement de me faire ce plaisir. Le soleil est déjà haut, c'est une belle soirée, vaudrait mieux se lever. Quelle paresse quand même. S'il te plaît, tire au moins les tapis qu'entre un peu d'obscurité. Non, ouvre directement la télévision, c'est presque l'été. Rosaura! Je devrais appeler le médecin. Pourquoi ris-tu? Au lieu d'être triste, idiote, en cette chaude journée de février où ça me va si bien de papoter. Bah allons, aide-moi à filer le plateau que je me lève. Qu'est-ce que t'attends? J'affronte héroïquement la journée et tu me fais la gueule? Seigneur Dieu, protégez-nous. Cette pauvre femme ne sait plus choisir les mots dans une langue aussi noble et aussi lumineuse qui sait si bien distinguer les caballeros des damas. Comment va ma pauvre Rosaura, docteur? Si vous voulez, elle est en train de guérir. Et elle en a encore pour combien de temps? Plus ou moins jusqu'au prochain printemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Seigneur. Notre patiente était un vase à moitié vide, parce qu'elle n'était pas remplie du bien bourgeois. Une inadaptée. Quoi? On a un asile ou un séminaire d'études marxistes? Relisez Jacobson. Ce qui compte, c'est ce que la bourgeoisie veut éliminer. Les révolutionnaires. Donc pour se libérer de son passé récent, culture, art artisanat, culture des champs, plus l'église, j'imagine, la bourgeoisie a besoin contre elle-même d'enfants révolutionnaires? Oui, des enfants très sérieux, pleins du sens du devoir. Mais c'est par simple sport? Oui, le grand esprit de la bourgeoisie s'amuse. Il est resté le seul à savoir s'amuser. En risquant beaucoup apparemment. En risquant la vraie révolution. Et pourquoi, sans indiscrétion? Il y a eu une révolution dans les modes de production et de consommation, monsieur. Pour s'adapter à cette révolution, ce grand esprit ne pouvait plus se contenter de créer des opposants. Il avait donc besoin, de vrais révolutionnaires. Et quant à Rosaura? Laissez-la jouer encore un peu. Son aphasie est une excuse pour ne pas raconter ses rêves. Elle feint de ne pas distinguer le nom des choses, simplement parce qu'elles étaient trop moches. Vivre au milieu de ces choses, c'était comme vivre dans un camp. Et oui, je ne l'aime pas assez, cher docteur. Ça ne m'étonnerait pas que vous soyez un peu amoureux de ma pauvre Rosaura, et que vous profitez de son état pour lui tâter les fesses. Bien sûr que je l'aime, parce que pour Rosaura, très saintement, de petits seins ont commencé à pousser à son fils Carlos, et à sa fille Carmencita par contre, c'est un petit pénis. Et à moi? Votre nom de Basilio ou de Marie est tabou dans le système linguistique de Rosaura. Vous m'y faites rentrer au plus vite, s'il vous plaît. Au plus tard, au printemps 68. Mettons en mai, si vraiment vous y tenez. J'y tiens. Ainsi, Rosaura, qui a trouvé le moyen de désobéir sans être désobéissante, recommencera à obéir sans être obéissante. Elle, qui écoute chanter des aigles sous le trottoir, entendra les hirondelles gazouiller sous la corniche, et la journée qui commence pour elle avec la nuit, commencera avec le soleil. Arrêtez, médecin de merde. Vous m'avez donc vraiment pris pour votre faire-valoir? Vous m'avez donc vraiment cru pouvoir faire un show devant un pigeon? Voyez comme vous êtes trompé. Guérissez ma femme et fermez-la.
Cher médecin de merde, ne me cassez pas les couilles en dansant le ballet bretchien du Marxiste sa mère. Ce que vous faites gloire de savoir avec tant de vanité, moi, je me contente de le savoir simplement. Vous glapissez votre petite bourgeoisie, tandis que moi, en suivant mon destin, je la vis. Chère famille, nous voilà réunis pour fêter un événement. Permettez-moi de le dire, solennel. Une créature rentre dans le monde. Une fille prodigue revient chez son père. Mais tu n'es pas son père. Tais-toi. Que sais-tu des figures de rhétorique? Pour ta gouverne, je suis aussi son père, comme je suis aussi son fils. C'est vrai, Rosaura? Oui, Basilio. Mais revenons à nous. Aujourd'hui est un jour de fête familiale. Et qu'est-ce qui se passe? J'entends dans la rue des cris, des bruits. Nous ne sommes pas dans la rue, ni sur cette place, chère belle-sœur. Nous sommes à l'intérieur de notre maison. Et c'est ici que nous célébrons notre fête. Toi, beau-père Sigismond, débouche le champagne. Il n'y a que dans un monde injuste qu'on peut rire et connaître la joie de vivre. À votre santé. À votre santé. Ah, Rosaura récupérée. Apporte la coupe, Carlos, et fais ce compliment à la maman. Merci d'être revenu dans le camp où nous sommes tous contraints de vivre en cherchant les libertés que nous pouvons. Il se passe des choses là dehors. À toi maintenant, Carmencita. Courage. Répète après moi ce compliment. Merci d'avoir de nouveau accepté les règles dans lesquelles tu as, contre ta volonté, éduqué ta fille. Elle continuera ta lutte de bourgeois égaré. À votre santé. Et il crie, c'est la chienlit. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quant à moi, je sais une chose, Rosaura. Ce n'est pas l'existence qui est au service de l'histoire, mais au contraire l'histoire qui est au service de l'existence. Au moment où on y pense le moins, entraîné par un vieux courant inexorable, il y a un petit soleil. Ce petit soleil de printemps qui réchauffe les murs, où c'est le sable du fleuve qui, avec ses mauvaises herbes, emmêle la campagne au beau milieu de la ville. Et quelqu'un, sans doute, fait la fête comme nous, dans une maison bien propre, lève son verre de vin dans cette lumière que mer rend si tristement claire. Eh bien, c'est dans ce moment-là que l'histoire s'accomplit. À présent, tu l'as compris. Hourra! Oh Dieu, des coups de feu. Ce sont des coups de fusil. Ils tirent, ils tuent. Ouvrez, s'il vous plaît, ouvrez. Faites-moi entrer, s'il vous plaît. Ils sont en train de défoncer la porte. Qu'est-ce qu'on fait, Basilio? Je vais ouvrir. Allons-nous-en. Merci. Merci de m'avoir ouvert. De m'avoir laissé entrer ici. Voici ma femme, Rosaura. Moi, je m'appelle Enrique. Enchanté. Enchanté. Excusez-moi d'être aussi peu présentable. Oh, pour moi, cela ne fait rien. Mais, vous deux, vous ne vous connaîtriez pas par hasard? Vous ne vous êtes regardé du regard de ceux qui se reconnaissent. Puis-je m'asseoir? Je ne tiens plus sur mes pieds. Assieds-toi, je t'en prie. Mais oui, sur le canapé de cuir, orgueil de notre maison bourgeoise. Bourgeois, je suis aussi. Alors, ceci est un donné pour un rendu. Vous vous moquez de moi? Je ne peux rien étorquer, monsieur. Je suis votre hôte. Mais vous pouvez parler. N'est-ce pas, Rosaura, que je ne suis pas fasciste? Effectivement, monsieur Enrique, mon mari n'est pas fasciste. La police m'a poursuivi jusqu'ici. Il tire. J'ai vu quelqu'un tomber. Barcelone, on n'est plus habitué aux grèves. C'était une manifestation d'étudiants. Il n'y a pas d'ouvriers avec vous? Non. Et pourquoi? Nous essaierons par la suite de les approcher. Ils veulent se faire courtiser. Nous sommes confrontés à eux, comme l'étaient les paysans en 1917. De la matière explosive. De la simple matière explosive. Et que voulez-vous? Tout. Nous refusons tous les pères. Tous? Je comprends qu'on puisse refuser un père propriétaire ou de profession libérale, mais un père éboueur ou maçon... C'est là aussi Marx l'avait prévu. Vivre, c'est contredire les prévisions. Vieux spiritualisme paternel. En outre, de nouveaux modes de production à l'échelle mondiale créent de nouveaux types d'hommes. Extrême dégénérescence du capitalisme. Oui, de nouveaux types de bourgeois et aussi de nouveaux types d'ouvriers. Si les impressions esthétiques ont un sens... Tu n'écoutes pas Rosaura? C'est un discours fait tout exprès pour toi. Rosaura? Rosaura? Elle dort. C'est la vieille histoire. Elle a senti le danger, et voilà que sont arrivés les deux compères des terres du Sud, le brun et le blond,
avec leurs petits flacons bleus, ils ont pris sur leur sein la petite fille endormie. Le sommeil ouvre sur d'autres mondes, en passant par un entre-monde. Ce qu'on laisse alors en route, dans un tel voyage d'un songe à l'autre, est un mystère. Peut-être rien justement. Bah, sans doute, l'as-tu touché toi, cher étudiant, là où tu ne devais pas la toucher, et elle, vulnérable à tout. Et Monsieur Henrik, ça alors? Il s'est endormi lui aussi. Et comme il a plaisir à dormir, les voilà, l'un ici et l'autre, l'a abandonné au sommeil du juste. Et moi, je suis le seul à veiller, mari cocufié par le sommeil. Il y a quelque chose de sinistre dans leur complicité d'endormis. Ou bien s'agirait-il de l'éternelle victoire des innocents? C'est facile pour toi, l'étudiant, de donner des leçons de pureté, uniquement parce que tu existes. Voilà ta tête abandonnée sur le cuir, décoiffée et obstinée. Peu de pensées et peu de doutes, mais pleine d'erreurs, qui cependant sont la réalité nouvelle avec laquelle il est inutile de discuter et d'avoir raison. Voilà ta poitrine avec ce cœur qui en est resté aux sentiments les plus frustres et les plus simples, peu soignés, complètement négligés. Mais de cela aussi, à quoi bon discuter? Voilà ton ventre, l'unique réceptacle du premier bien de l'existence, auquel seules les vieilles institutions garantissent une forme indiciblement poignante d'éternité. Et voilà ton sexe, certainement âpre et chaud en cette grosse chaleur printanière de mai 68. Je me trompe? Mais il est en érection, ce me semble. Oui, l'érection juvénile dans le sommeil qui pousse avec autant d'indécence que d'innocence le tissu des pantalons. Et rien que pour cela, rendrait éternelle l'éphémère condition de fils. Bien, il faut vraiment que je me décide. Faire un simple numéro de téléphone, avertir la police que l'étudiant est ici? Non, le commandant de la phalange. C'est peut-être mieux. L'étudiant en question est un délinquant politique. Le porte-parole de Pasolini se présente à vous timidement. Ce n'est que la troisième fois qu'il le fait. Et pourtant, en cet instant, il se sent sombrer au plus profond de la terre, tant sa voix stridente lui paraît résonner, indésirable, étrangère. Toutefois, je ne peux pas me soustraire à la fonction qui m'a été assignée. Elle fait partie du texte. Revenons pour la dernière fois au rituel du théâtre, celui que la bourgeoisie demande et que l'auteur déteste. Dans ce cas-ci, c'est la même inspiration plutôt ambiguë, obscure et contradictoire que la première fois qui a poussé l'auteur à imaginer la brève scène qui suit, comme si elle se déroulait à l'intérieur d'un document. Plus précisément, à l'intérieur d'une photographie représentant le dortoir d'un camp. La pathétique reconstitution scénique ne comporte aucune nostalgie pour le vieux théâtre, mais utilise le vieux théâtre mélangé à la photographie comme un élément expressif au sens incertain. Toutefois, l'auteur vous prie de devenir pendant quelques minutes des spectateurs à l'ancienne et de jouir ce qui a été fait pour votre jouissance. Ici dans le camp, tout est à sa place. Nous ne pouvons sûrement pas ne pas reconnaître le mérite de savoir apprêter comme il le faut les lieux où germe la révolte contre nous. Mais là, Inos, Lucos! Dites, Seigneur. Nous sommes à vos ordres, Basilius, car toujours, todo como la mendaste queda effectuado. Comme toujours, à la fin du cycle, on a le code. Les choses désormais sont simples. Le pouvoir qui s'est toujours recréé égal à lui-même s'est recréé cette fois différent de lui. Les enfants qui naguère encore jouaient dans les rues ont aujourd'hui 20 ans. Et moi, le père, je me suis servi d'eux pour me libérer de mes dernières formes antiques. Je leur ai enseigné la langue de la révolte et de la révolution. J'ai beaucoup risqué. Courage, Melainos, courage, Lucos. Allez réveiller cette créature inquiète, la seule qui puisse troubler ma conscience. Néanmoins, éveillez-la avec délicatesse, de peur qu'un réveil trop brusque ne dissipe son rêve. Le moment est venu où elle doit s'en souvenir. Savoir où elle était avant d'être ici. Confronter une réalité morte avec une réalité vivante. D'ailleurs, mes petits policiers, c'est la dernière fois que je vous donne cette charge. Dorénavant, il n'y aura plus d'autre lieu où se réveiller.
Basilio! Basilio! Qu'y a-t-il, ma chérie? Parle! Qu'est-ce que tu regardes fixement devant toi? Basilio, cette fois... Cette fois quoi? Tu as l'œil heureux, le visage rougissant de bonheur. Oui, je suis heureuse, Basilio, heureuse. Cette fois, je me rappelle mon rêve. Mais ce n'est pas tant pour cela que je suis heureuse que pour ce que le rêve m'a dit. Raconte-le. Ma vraie vie ne se déroule pas dans un château, ni dans une tour, ni dans un bordel, ni dans une maison petite bourgeoise. Ma vraie vie se déroule, en réalité, dans un camp, par un froid ténébreux. Dans la grande pièce où je suis enfermée, entre un peu de soleil, réfléchi par la neige. À l'extérieur, des chiens aboient. Les SS écoutent les phonographes. Sur les lits superposés, alignés, les damnés sont étendus, blancs comme du plâtre, sous les couvertures grises de poussière gelée. Ils ont les bras au dehors, abandonnés, leurs maigres bras desséchés. Ils ne peuvent pas soulever leurs crânes lourds et décharnés. Et ils regardent, comme des chiens qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent bouger. Ils regardent tous vers un point, où apparaîtra peut-être, libre et fort, celui qui peut les regarder. Peut-être doivent-ils se préparer à l'accueillir, et dans leurs orbites, où leurs yeux sont perdus, entre les rangées de dents saillantes, quelque chose d'indicible flotte, un sourire. Moi aussi, je suis là. Un squelette blanc presque sans plus de cheveux sur la couche. J'ai les jambes découvertes, menues comme celles d'un fœtus. Elles ne sont grosses qu'au nœud des os des genoux. Je tiens ma joue sans chair contre la toile du traversin, où déjà m'ont précédé tant de morts. Je tiens, serré comme un trésor, le peu d'objets qui m'appartiennent. Quelques chiffons, une photographie. Et moi aussi. Les os blancs de mon crâne, je souris. Nous ne sommes plus des hommes. Nous n'avons même plus la vie bizarre des animaux. Nous sommes des choses dont seuls les autres peuvent disposer. Nous devons inspirer le dégoût pour pouvoir être utilisés au mieux par qui le veut. Il faudra être vif et brave quand on marchera dans la file, nu entre les barbelés, vers le bâtiment où est installé le four crématoire. Il faudra entrer en ordre, éviter les entassements. Il faudra se montrer agile et diligent pour autant que nos petits corps torturés y consentent. C'est l'heure où on attend. Et comme n'importe quel jour, le soleil éclaire un peu notre grande salle. Tout un après-midi et toute une nuit à vivre. C'est beaucoup, et nous nous préparons à en jouir, sans parler entre nous, parce que notre véritable interlocuteur, c'est le maître qui a décidé notre mort. Et chacun d'entre nous est sûr d'en être le favori. Ensuite, peu après, d'un village lointain les cloches sonnent. Puis le silence revient. Du soleil subsiste une dernière trace, perdue sur les murs rouillés. Étrangement, le silence se prolonge, alors que vers 7 heures, d'habitude les soldats entament leur cœur innocent. Il se prolonge. Une demi-heure, 1 heure, ce silence. Puis alors que la dernière trace de lumière ne s'est pas encore dissipée, voici qu'on entend un chant. Mais c'est un chant différent, ce n'est pas celui des tueurs, celui des anges des maîtres. C'est un chant entendu dans l'enfance, quand on était libre et qu'il y avait des drapeaux rouges sur les mairies. Ce chant approche. Il est de plus en plus distinct. C'est un grand nombre de personnes qui le chantent. Il ressemble à une marée qui avance et peu à peu envahit le camp. Le voilà, il retentit sous les murs de notre hangar. Voilà, enfoncés, les portes s'ouvrent et en chantant, entrent les ouvriers. Ils ont, serrés dans leurs mains, des drapeaux rouges avec la faucille et le marteau. Des mitraillettes au poing, ils ont des foulards rouges noués autour du cou, sur les cols noirs de leurs sarraux. Ils apportent des vêtements, des manteaux, de la nourriture. Voilà qu'ils viennent tous près de nous. Nous prennent dans leurs bras. Embrassent nos visages sans chair. Nos chairs putréfiées. Ils nous relèvent. Ils nous soutiennent. Comme des frères. Nous donnent les vêtements. Nous aident à nous habiller. Nous offrent la nourriture à manger. Nous versent du vin dans des gourdes. Ils boivent avec nous en trinquant. Et si les larmes nous viennent aux yeux? Ils pleurent, eux aussi avec nous. De joie. Vous êtes libres. Nous répète-t-il comme si nous n'étions plus en état de comprendre ces mots. Vous êtes libres.
Un très beau rêve, Rosaura. Vraiment un très beau rêve. Mais je pense, et c'est mon devoir de le dire, que justement, c'est à ce moment-là que commence la vraie tragédie. Parce que de tous les rêves que tu as faits ou que tu feras, on peut dire qu'ils auraient pu être aussi la réalité. Mais quant à celui des ouvriers, il n'y a pas de doute, ils ne viendront pas. C'est un rêve, rien d'autre qu'un rêve. Vous avez écouté Calderon de Pier Paolo Pasolini, interprété par la troupe de l'atelier théâtre italien en langue française La Mascaretta, UFR d'études italiennes, Sorbonne Université. Traduction Michel Fabien. Adaptation, direction artistique et mise en scène Stéphane Miglierina. Assisté de Lucie Comparini. Musique originale Mattia Pastore. Montage Tristan Rollo. Avec Gauthier Basset, Audrey Cadieu, Martina Caruso, Bastien Corbellini, Madi Delfieux, Noélie Dujani, Inès Guerrero, Anaëlle Kersulek, Lina Lashgar-Jamé, Juliette Libert, Sarah Morer, Diana Moani-Morassa, Clara Pasquier, Tristan Rollo, Anna Cafas, Marine Sportiello, Malwanga Déborah, Bonga Sarah. avec le soutien d'Olivier Jacquet, du service culturel de Sorbonne Université et de l'association Sorbonne Idea.